Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, le sang a coulé sur la nationale numéro 10. 8 personnes sont mortes dans un accident de la circulation. Premières heures de la matinée à Kobala, dans l'arrondissement de Doumé, département du Oignon. Un bus de transport en commun et un camion-ben sont entrés en collision. Les corps des 6 délégués départementaux dans le sud-ouest ont été exhumés. Kidnappés en juin 2021, ils ont finalement été tués par leur ravisseur qui réclamait une rançon de 30 millions de francs CFA. Une information donnée par l'un des bourreaux actuellement dans le centre de désarmement, démobilisation et de réintégration. Un détenu de prison des Écarts reçoit 600 coups de machette. Un traitement inhumain selon son avocat. Le conseil de la victime a déposé une plainte contre le pénitencier qui refute les faits. La chronique Société revient sur le traitement infligé dans les lieux de détention au Cameroun. Voilà pour les titres. Un accident de la circulation impliquant un bus de l'agence de voyage Avenir de la CADEI en provenance de Yaoundé et un camion qui venait dans le sens inverse a eu lieu sur la nationale numéro 10. Le drame est survenu ce matin à Kobala dans l'arrondissement de Doumé à l'est. Le bilan fait état de 8 morts et plusieurs blessés graves. Reportage de nos correspondants Roméo Tignan et Kizito Komaï. Des larmes de tristesse. À côté, les épaves des 2 véhicules impliqués dans cet accident de la circulation sur la nationale numéro 10, précisément à Kobila, dans le département du Onyanka, arrondissement de Doumé. Il voulait doubler une petite voiture. En doublant la petite voiture, il a pris notre côté. Et au village là, il n'y a pas moyen de dire que tu vas esquiver pour aller quelque part. Non. C'est aux premières heures de la matinée que le drame est survenu. Les éléments de la gendarmerie alertés vont descendre sur les lieux pour faire le constat. Le bilan provisoire nous laisse sur le champ 4. Nous avons d'abord 4 morts et 7 blessés. Y étant à l'hôpital, 2 ont rendu l'âme. Cette route est réputée accidentogène. Pour éviter à nouveau ce type de drame, on pense déjà à certaines mesures. À mon humble avis, qu'il faille mettre les dos d'âne de part et d'autre en venant de Bertois, en venant d'Abomban, pour permettre aux différents conducteurs de ralentir. Selon les responsables de cette formation sanitaire, on enregistre déjà 8 morts. Et le corps des 6 délégués départementaux du Sud-Ouest ont finalement été retrouvés. Leurs dépouilles viennent d'être exhumées, kidnappés en juin 2021 au cours d'une visite de travail. Kondotiti, ils ont été exécutés par leur ravisseur. Révélation faite par un combattant séparatiste repenti. Les précisions de notre correspondante Inès Daniel Ndouambala. C'est au village Missoré, dans le département d'Undiane, région du sud-ouest Cameroun, que les 6 délégués départementaux avaient été enlevés en juin 2021 par les bandes armées séparatistes. Au cours de cette attaque, l'une des victimes avait été froidement assassinée par ses bourreaux. Le lieu de la sépulture des 100 autres est découvert 2 ans plus tard, grâce aux informations glanées auprès d'un repenti autrefois leader des groupes séparatistes. Également, nous disons merci à la hiérarchie qui nous a fait confiance, commençant par le gouverneur et le préfet qui est avec nous. Et on peut aussi dire que Tenkobo, qu'on soupçonnait être au Nigeria,
On a aussi vu que sa tombe était juste à côté de là où il avait enterré les 5 délégués. Après un accrochage, il est décédé après un accrochage avec les militaires. Donc globalement, la mission est un succès. Tout le monde est ressorti de la brousse. On a pu découvrir la tombe des 5 délégués et on a exhumé le corps. Je pense que les uns les autres seront fixés désormais. Les forces de défense et de sécurité sont descendues sur le terrain, exhumer les restes mortuaires de ces 5 délégués départementaux kidnappés. Une découverte qui suscite beaucoup d'émotions au sein des populations et des familles. Je félicite les éléments qui ont contribué et aussi je présente mes condoléances aux familles éprouvées qui ont attendu longtemps sans avoir de suite des corps de leur famille qui ont été enterrés sommairement dans la brousse sans cérémonie. Des victimes, les restes mortuaires ont été déposés à l'hôpital régional de Limbé dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Autre chose, certains habitants de la ville de Yaoundé font face au phénomène de vol de compteurs d'eau potable. Ces pratiques se sont accentuées ces dernières semaines au quartier dit Éleveur. Cela encourage de nombreuses fraudes hydrauliques, entraînant ainsi des pertes en société en charge de l'eau au Cameroun et causant en même temps du tort aux abonnés honnêtes Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamgar. Constamment, tout le temps, vol de compteurs. Le phénomène de vol de compteurs d'eau fait rage ici à Éleveur, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. On ne peut pas faire 3 mois ici sans avoir un vol de compteur. Quand vous regardez là, vous allez constater que même de l'autre côté, il y a des compteurs qui sont partis, qu'on n'a même pas pu remplacer. Conséquence, la fraude hydraulique gagne du terrain. De faux compteurs installés ça et là par des individus douteux, se présentant très souvent comme des agents de la Camwater pour arnaquer les ménages. Un malchanceux vient de tomber dans les filets de la brigade de répression et de lutte contre la fraude à la direction régionale Yaoundé Agglomération. Qui passe son temps à faire des fraudes, à mettre les compteurs visionnaires, on ne saurait comprendre là où vont tous nos compteurs qui les ramassent. Ces actions frauduleuses font perdre environ 4 milliards de francs CFA à la Camwater chaque année. L'option répressive semble être la plus idéale au stade actuel. Nous allons sévir avec la dernière énergie tous ceux-là qui vont continuer de vouloir passer par des pratiques de fraude. Que tout usager se présente au niveau de la Camwater, demande un dossier et demande un abonnement, il sera servi. Que de passer par des pratiques de fraude. Avec tous les efforts que fait M. le directeur général pour que tout le monde ait accès à l'eau potable. Si nous tous, nous faisons comme ça, finalement la maison va tomber. Le suspect pris ce soir de lundi a été remis entre les mains de la justice pour servir d'exemple. Dans l'actualité également, une question qui revient fréquemment, c'est celle de la représentation des martyrs dans les œuvres au programme du système éducatif camerounais. Ces figures de proue du nationalisme sont souvent considérées dans les débats populaires comme sous-cotées ou laissées pour compte, voire oubliées, alors que le Cameroun rend hommage à ces martyrs. Un tour à la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires qui sonne l'urgence de se mettre à la page. Et Janice Kamga et Samuel Evakissé. Le 8 août, une date écrite en lettres de sang dans l'histoire du Cameroun, car elle rappelle la mort de 2 des grands nationalistes ayant donné leur vie pour l'indépendance. Rudolf Douala Mongabel et Martin Paul Samba, exécutés de la main du colon. De simples légendes urbaines, maintenues en vie par la tradition orale, il a fallu du temps pour faire entrer ces patriotes dans les pages du système éducatif camerounais. La célébration des héros dépend de l'orientation qu'on donne à l'histoire dans un pays. Et cela est nécessairement conditionné par la volonté de créer une identité narrative. On choisit des moments importants dans notre histoire et non des personnages qui participent à rendre ces moments particuliers. Et les martyrs participent de cette action-là. Bien qu'une opinion très répandue continue de croire que ces figures emblématiques de l'histoire du Cameroun restent en marge des cours d'histoire géo, les avancées sont là. Et pour s'en rendre compte, il faut faire un tour à la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires. Le livre de littérature inscrit dans le genre théâtral en classe de terminale sur l'ensemble du territoire national
à destination de tous les élèves, indépendamment des séries A, B, C, D. C'est un livre qui porte sur l'histoire de Rudolf Douala Mangabel, Nguma Djemea. Si vous prenez les livres de littérature du CM1 et du CM2, ils portent sur l'histoire du Cameroun depuis la découverte par les Portugais du Rio dos Camaroes. En cours d'histoire des classes de cours élémentaires et de cours moyens, l'expert précise qu'au moins un module parle de l'histoire du Cameroun et de ses grandes figures, et qu'en termes de proportion, il n'est pas question ici d'en faire des monographies, des livres qui parlent d'un seul sujet. Ce qui ferait donc problème, c'est le niveau d'appropriation de ces contenus. Je soupçonne que toutes les personnes que vous rencontrez et qui ne savent rien de l'histoire du Cameroun sont des personnes qui n'ont pas lu le peu, si on peut parler de peu, de ce qui est dit de ces grandes figures dans les manuels et les livres en circulation. Il conseille de se mettre à la lecture, s'abreuver à la source des écrivains communautaires aussi, et aux parents de prendre le relais de l'école afin de construire la personnalité camerounaise. Pour le reste, l'historien pense que le débat devrait évoluer au-delà des martyrs vers la création d'un panthéon où l'on retrouvera des référentiels humains issus de divers domaines. Et 109 ans après la mort des martyrs, on semble ne plus s'en souvenir. À Ebolova, ville où Martin-Paul Samba a été fusillé, la journée a été des plus ordinaires. Ambroise Foguet a fait un tour au carrefour où un monument est érigé à ce résistant. Et vous verrez que même les élèves le connaissent à peine. Reportage. 8 août au Cameroun, en principe une journée d'évocation des martyrs de 1914. Parmi les plus illustres résistants abattus ce jour de sombre mémoire, Martin-Paul Samba. Nous avons pu rencontrer en 2016 deux grands témoins de son histoire aujourd'hui décédés eux aussi. Samba était un terrible homme. On lui avait donné le grade de venir gouverner le Cameroun. Et on lui a donné une autorisation écrite, signée. Dès Samba a vu qu'on lui avait volé l'autorisation, il était très fâché, très déçu, avec tout son groupe. Et ils ont dit que les Allemands n'auront jamais le Cameroun. Ils ont comploté qu'ils vont appeler les Français pour venir gouverner le Cameroun. Alors, Von Egge avait beaucoup de mal à contenir, à effacer l'action de Samba. Il a donc fait des rapports qu'il faut les tuer. Au Cameroun, à une époque que le philosophe appellerait ère du nombrilisme triomphant, toute honte bue, des notions qui sont le fondement même de grandes nations sont tournées en dérision. L'histoire semble biffer et du coup la jeunesse jetée à une espèce d'orphelinat. N'est-ce pas, je vois souvent Martin-Paul Samba là-bas au Carrefour. Je ne connais pas trop à propos de Paul Martin Samba. Je dis quoi? Ça me choque. J'entends seulement le nom de Martin Samba, je ne sais pas. Martin-Paul Samba est un héros, voire même le plus grand héros que les Boules ont connu. Cet individu, posant une gerbe de fleurs au pied du monument, est perçu ici, si ce n'est comme un fou, comme un Diogène des temps modernes. Pourtant, Makembe Bepa, connu comme apôtre du surpassement de soi, refuse un contexte sans modèle. C'est dans cet ordre d'idée que nous sommes, qu'on doit s'approprier des valeurs et des repères. Le message, c'est l'appropriation de cet esprit de sacrifice. En dehors de son geste, rien d'officiel. Cette journée à Ebolova est des plus ordinaires. Des riverains avisés du Carrefour Samba, le seul souvenir du grand héros s'y voit en pleine stratégie de l'inaperçu. Dommage, comme je vous l'ai dit, nous sommes là, la date et anniversaire arrive et personne ne fait signe de vie. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que ce moment a été politisé, bon. Des gens s'interrogent. Nos héros sont-ils banalisés par le triomphe de l'intérêt personnel? Et nos martyrs alors? Sont-ils mis sous le boisseau pour la gloire d'une histoire faite sur mesure? Une chose est sûre, même 108 ans après leurs exécutions pour certains, ces héros continuent d'être très encombrants. Les autorités nigérianes redoutent une nouvelle rétrocession de certaines zones frontalières au Cameroun et affirment ne plus céder les terres. Déclaration faite devant la Chambre des représentants à Calabar, au Nigeria, au moment où le Cameroun s'apprête à commémorer le 15e anniversaire de la rétrocession de Bakassi. Elisabeth Ngom et Ludovic Ngomsi. Aucun territoire nigérian ne sera plus cédé au Cameroun, a déclaré Basé Otu, gouverneur de l'État de Cross River au Nigeria.
Une affirmation qui arrive au moment où une bataille foncière entre la communauté du gouvernement local Boki de Cross River et la communauté Badua, partagée entre Cross River et le Cameroun, a fait la une des journaux. Les autorités nigérianes, y compris les parlementaires, craignent de plus en plus que les zones contestées ne soient remises au Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêt de 2002 de la Cour internationale de justice. Le gouverneur Bassé Otou, s'exprimant lors d'une audience publique lundi dernier à la Chambre des représentants à Calabar, a assuré à son peuple qu'après la rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun en 2006, aucun territoire nigérian ne sera plus jamais cédé au Cameroun. Il faut noter que c'est à la suite d'un jugement rendu à La Haye en 2002 que le Nigeria a entamé la cession de partie de la péninsule de Bakassi à Cross River, au Cameroun, en 2006. Le territoire a été entièrement cédé au Cameroun le 14 août 2008, exactement 2 ans après la première partie. Notons que la commémoration du 15e anniversaire de la rétrocession de Bakassi au Cameroun est prévue dans les prochains jours. Et je vous l'annonçais en titre, un détenu reçoit un traitement particulier à la prison d'Ezeka. Il a reçu 600 coups de machette, un cas de torture que dénonce l'avocat de la victime. Le conseil a d'ailleurs engagé des poursuites judiciaires contre les responsables de ce pénitencier. On voit cela avec notre correspondant Christian Bock. Prison d'Ezeka, un détenu reçoit 600 coups de machette. 23. Ces événements qui se seraient produits dans un pénitencier du pays ont été confirmés par l'avocat de la victime, Maître Ngambi. C'est un jeu client à moi. On l'a condamné et on l'a retiré à Yaoundé. Là, on l'a déféré à la prison centrale d'Ezeka. Quelque temps après, il a eu des démêlés avec le régisseur de la prison de Zeka, où réellement ça n'a pas bien tourné là-bas, avec trop de torture. Et ce régisseur a pris l'initiative sur lui de le déporter à la prison centrale de Yoko. Et vous convenez avec moi que quand on l'a mené à Yoko, on lui a fait miroiter le fait de le déférer à la prison centrale de Kondengi. Malheureusement, c'est en cours de chemin qu'il se ravise que ce n'est plus Kondengi. On est en train de prendre la route de Bala. Et ayant constaté cela, il s'est mis à crier et cela lui a valu vraiment une bastonnade sans pareil. Joint au téléphone, le régisseur de la prison d'Ezeka, à l'époque des faits qui remontent il y a 3 mois, balaie toutes ces accusations en brèche, bien que ce dernier reconnaît que son détenu était quelqu'un de turbulent. Mais pour les proches de la victime, Thomas Dakantep, le traumatisme que vit le détenu actuellement à la prison de Yoko, à la suite de visites pour elle, dénoncé. Étant à Yoko, il était vraiment dans un état presque inconscient. Moi, j'ai pris l'initiative sur moi de déposer une plainte auprès du parquet de Tui. C'est dans le but de rétablir la vérité et protéger au mieux les droits de son client que l'avocat de la victime, Maître Ngambi, a porté plainte afin que soit ouverte une enquête à ce sujet. De torture à la prison d'Ezeka vient simplement relancer le débat sur le phénomène de traitement inhumain et dégradant dans de nombreux lieux de détention au Cameroun. Et on en parle avec Michael Tipko ce soir, sa chronique. Bonsoir Michael, vous dites que les affaires de torture dans les lieux de détention tendent à se banaliser au Cameroun tellement la pratique est courante. Bonsoir, Alain Ghislain Kanga. Pour nous qui suivons au quotidien l'actualité des organisations de défense des droits de l'homme, ce n'est pas une surprise en soi. Il ne se passe pas un jour sans qu'elles ne signalent des cas de détenus soumis à des situations inhumaines, des violences physiques, des viols, des électrifications et des tortures de tout genre. Ces ONG précisent que la situation est particulièrement préoccupante dans les centres de détention gérés par les forces de sécurité telles que les prisons, les postes de police, de gendarmerie et des centres de détention militaires. Elles y signalent des cas de torture systématiques allant de la privation d'aliments
Edo à la violence psychologique en passant par l'utilisation de méthodes de torture telles que le fouet, la chaise électrique et la simulation de noyade. Tenez, en 2017, Human Rights Watch a publié un rapport détaillant l'utilisation de la torture et des mauvais traitements dans les centres de détention militaire et de renseignement au Cameroun. Les détenus étaient soumis à des simulacres de noyade, des passages à tabac et autres. En 2018, Amnesty International a documenté les cas de torture et de mauvais traitements dans la prison de Kondengi à Yaoundé. Les détenus étaient battus à coups de matraque, brûlés avec des cigarettes et soumis à des positions de stress prolongées. Certains avaient également été privés de sommeil, de nourriture et d'eau pendant de longues périodes. Et en février 2019, de nombreux militants du MRC arrêtés dans le cadre des manifestations ont déclaré avoir été torturés et maltraités pendant leur détention. Et toujours en 2019, vous vous souvenez bien de la mort en détention du journaliste Samuel Ouazizi. Des soupçons de torture persistent autour de sa mort jusqu'à ce jour. À noter que ces rapports d'organisations internationales s'inspirent très souvent de ceux des ONG locales telles que Un Monde à Venir, Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et bien d'autres. La Commission des droits de l'homme du Cameroun en a fait une préoccupation de tous les instants. Elle mène des campagnes quotidiennes de lutte contre le phénomène. La CDHC a mis sur pied, par exemple, pour mener à bien sa mission, un numéro vert, le 15-23, pour dénoncer les violations des droits de l'homme ainsi que tout acte de torture. L'institution ne manque pas de condamner à chaque fois que l'occasion se présente ces dérives. Ces cas ne représentent qu'une petite partie, disons-le Alain, des violations des droits de l'homme qui ont lieu dans les lieux de détention au Cameroun, mais qui écornent suffisamment l'image de notre pays à l'international. Michael, qu'est-ce qui peut expliquer que ce phénomène perdure malgré qu'il existe des lois qui interdisent la torture? Disons-le Alain, les raisons de la torture peuvent inclure le désir de faire avouer, d'obtenir des informations d'un détenu. Il peut aussi être question de punir des prisonniers ou de maintenir l'ordre dans les prisons, de mettre la discipline, mais en utilisant la violence. Voilà pour les raisons qui sont très souvent évoquées. Il y a aussi des cas signalés de torture liés à la politique où les prisonniers politiques sont souvent les plus touchés. De nombreuses organisations non gouvernementales l'ont souvent déclaré. Et pourtant, la loi camerounaise, vous l'avez dit, interdit la torture. L'article 123 bis du Code pénal camerounais est clair sur la question, est puni de l'emprisonnement à vie celui qui par la torture cause involontairement la mort d'autrui. Le Code pénal précise que aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'insalubrité, d'instabilité politique, intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être invoqué pour justifier la torture. Fin de citation. Au-delà du code pénal, le Cameroun a ratifié plusieurs instruments internationaux pour lutter contre la torture dans les lieux de détention. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a été ratifiée, rappelons-le, par le Cameroun en 1986. Elle définit la torture et interdit son utilisation dans toutes les circonstances. Nous avons également le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par le Cameroun en 1984. Son article 7 dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit également des mesures de protection pour les personnes en détention. Citons également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui martèle justement que la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cette charte prévoit également des sanctions contre ceux qui les infligent, qui infligent justement des traitements de torture à leur vis-à-vis. Constatons cependant, Alain, que malgré ces dispositions juridiques, des rapports font état de cas de torture et de mauvais traitements dans les lieux de détention au Cameroun, ce qui souligne la nécessité de renforcer la mise en œuvre de ces instruments internationaux et des lois nationales pour protéger les droits des détenus. Reconnaissons que le gouvernement essaie de le faire à travers des mises en garde, des rappels à l'ordre qui nous viennent parfois du ministère de la Justice et bien d'autres administrations, mais constatons une fois encore, pour terminer, que ces efforts restent jusqu'ici très insuffisants.
Michael Tiptio, et pour ne pas torturer d'impatience les téléspectateurs, regardons ce que prévoit la suite du 19h50. Impliquer tous les acteurs pour redynamiser le processus électoral, c'est tout le sens de la rencontre organisée ce jour à Yaoundé par Elections Cameroun. Une nouvelle tendance au Cameroun, un bouquet de billets de banque pour offrir comme cadeau d'anniversaire ou tout type d'événement. Et le Cameroun se prépare à abriter la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball, le point des préparatifs au bas de cette édition. Partis politiques, société civile, autorités administratives et les CAM entendent inclure toutes ces entités au processus électoral 2023-2025. En vue d'une préparation plus inclusive, le comité sectoriel et la plateforme de mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les CAM et les autres acteurs ont été lancés ce jour à Yaoundé. Le but est de redynamiser le processus électoral à l'échelle nationale. Joël Diom 3 et Serge Alazim. À 2 ans du vent électoral qui s'apprête à souffler sur le Cameroun, ELECAM ménage sa monture pour un processus électoral crédible, calme et démocratique des députés, conseillers municipaux, régionaux et du président de la République en 2025, avec le lancement du comité multisectoriel et de la plateforme d'un cadre de concertation permanent entre ELECAM et les autres acteurs. En mettant en lumière les défis et les opportunités, discuter de manière critique des vulnérabilités de notre processus électoral face à la montée en puissance des technologies modernes. Par les présences enregistrées au cours de la cérémonie protocolaire, l'on se rend bien à l'évidence que le moment est important, car il s'agit bien de poser les bases démocratiques du renouvellement des responsables à la tête des institutions devant orienter la vie du pays, mais plus encore à la tête de l'État, avec l'inclusion comme clé de voûte. Cet échafaudage multidirectionnel pourrait contribuer sans nul doute à garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales avant, pendant et après les élections. Les travaux ouverts ce jour sous forme d'atelier et qui se referment le 11 août prochain entendent établir un cahier des charges clair sur les résultats attendus. Et en éducation, le Cameroun continue de bâtir des pôles d'excellence technologique à travers la coopération académique. Une convention vient d'être signée entre l'université inter-État Cameroun-Congo de Sangilima et 2 universités indiennes, à savoir KL University et Jagora University Institute. Objectif, bénéficier de l'expertise de ce pays émergent pour former des ingénieurs entrepreneurs qui devraient alimenter le secteur secondaire au Cameroun, alors que plus de 90% des activités économiques restent informelles. Je vous propose de suivre ces attitudes de 2 des ouvriers de ce nouveau partenariat, le ministre de l'Enseignement supérieur et l'ambassadeur du Congo au Cameroun, capté par Janice Kamga et Samuel Ebakisse. L'université entrepreneuriale. Une université qui dispense certes le savoir savant, mais aussi et surtout le savoir pratique, le savoir professionnel, le know-how, le savoir-faire. La question fondamentale aujourd'hui n'est plus le fameux « que sais-je » de Montaigne, mais « que sais-je faire » ? Qu'est-ce que moi, étudiant, j'apporte à mon pays pour que mon pays se développe de manière efficace, efficiente, performante et harmonieuse. Que des jeunes bien formés et des jeunes devront pouvoir concrétiser leurs connaissances par le savoir-faire et donc être des ingénieurs entrepreneurs. C'est vraiment une très grande valeur ajoutée. Ouvrons à présent notre page live. Blousons, bonnets, écharpes ou encore chaussettes. Ces accessoires sont devenus des alliés pour les habitants de Yaoundé afin de faire face au froid qui sévit depuis un moment dans la ville aux 7 collines. Même ce mardi, le soleil ne s'est pas pointé la journée. Yaoundé, quand les populations s'adaptent aux caprices du climat. C'est un reportage de Joël Diom 3, Solange Daoussa et Bertrand Tassé. Voici la mine affichée par le ciel de Yaoundé ce 8 août 2023 et qui a jeté un froid sur la population. Dans son bureau comme à l'extérieur, Nathalie et son blouson sont devenus inséparables. Je suis sûre qu'il va pleuvoir, après il ne peut pas. Et puis,
Il fait tellement froid, vous voyez, ce temps-ci, moi je m'habille en blouson. Hein, comme elle, les Yaoundéens s'adaptent au froid qui traverse la ville aux 7 collines depuis une certaine période. Chaque matin, je sors avec mon pull que vous voyez sur moi et ça me protège, je suis tranquille. On doit seulement s'habiller au chaud, mais c'est pas évident. Actuellement, le climat est très rude. Aujourd'hui, le soleil ne s'est pointé à aucun moment de la journée, obligeant même les conducteurs de moto à revoir leurs habitudes vestimentaires et les autres à faire du shopping. Avec le froid de maintenant, on est obligé de multiplier de plus en plus d'habits. Nous acheter des habits qui sied à la température. Vous pouvez le vérifier avec le blouson que je porte à l'heure actuelle. Et lorsqu'arrive la nuit, on s'arme de plus belle pour repousser les assauts du froid. Déjà, prendre un bain froid, ça aide que de se laver avec l'eau chaude. Naturellement, la nuit, quand je veux dormir, je me prends une bonne couverture bien épaisse et lourde. Je me couvre avec et je suis tranquille. Moi, j'ai ma grosse couverture. Quand je rentre, je me lave, j'entre dans ma grosse couverture et puis je dors. Le soir, au coucher, bien évidemment, ce sont les boissons chaudes. Nous essayons de prendre des tisanes ou alors des thés. Le combat est rude. Le froid tente de dicter sa loi, mais les Yaoundéens résistent, chacun avec son astuce pour se tenir au chaud. Il est difficile de trouver une astuce pour résister à une nouvelle tendance au Cameroun, des billets de banque en lieu et place des roses dans un bouquet de fleurs, anniversaire, soutenance ou même mariage. Ces bouquets s'invitent dans le quotidien de nombreux Camerounais. Une belle affaire pour les fleuristes de la ville de Yaoundé. Allons y voir comment des jeunes en ont fait leur métier dans ce reportage de Daniel Amissé-Boudjé, Solange Daoussa, Samuel Ebakisse et Raoul Moufo. Un bouquet argenté, du sourire aux lèvres. La nouvelle tendance des cérémonies joyeuses à Yaoundé. Des billets de banque en lieu et place des roses, presque tout le monde aimerait en recevoir. C'est original et c'est bien. Et ça donne une touche particulière à l'effet de surprise qu'on veut que la personne puisse avoir, quoi. Ici, au lieu d'y monter en rouge en plein centre-ville de la capitale, cette agence spécialisée dans les surprises est en plein travaux de confectionnement d'un bouquet de 100 000 francs CFA. Là, j'étais en train de couper le scotch pour colorer les piquets, le scotch ici. Ici, ce sont les piquets. Et là, ce sont les coupons. Là, je suis en phase de préparation avant le montage du bouquet. Je dois mettre tout en place avant de commencer le collage. 1 heure environ suffit pour la confection d'un bouquet. Mais ceci est fonction de la qualité des billets et du design demandé par le client. Les 500 entre les mains là. Là par exemple, là c'est 1000 francs. Je peux faire un rond. Je vais essayer de réaliser un rond. Vous voyez ça bien rapidement. Du coup ça lâche même encore et ça revient. Ça c'est très bon. Je peux faire un rond. Je peux donner plusieurs formes. Là c'est un billet qui n'est pas craquant. C'est déjà plié. Avec ça je peux pas faire de rond. Je peux vraiment pas. Côté recette, le métier nourrit son homme. De quoi attirer d'autres jeunes comme ces étudiantes basées au quartier Jouvence à Yaoundé. Elles s'y sont lancées sans hésiter. 15 000. Si le client a les billets, en fait notre grille varie de 0 à 25 000. La main neuve c'est 10 000. De 0 à 25 000. Donc c'est que le client appelle les billets, il va soit apporter les billets, soit payer pour l'échange des billets. Au-delà de la recherche du gain, redonner du sourire demeure leur principal objectif au quotidien. Et le Cameroun, lui, se prépare son bouquet de fleurs pour accueillir les nations qui vont prendre part à la 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball dames. La compétition se déroule du 14 au 25 août prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À moins de 6 jours du kick-off, le comité local d'organisation se dit prêt à offrir à l'Afrique une belle fête de volleyball. Le point des préparatifs avec Daniel Amissé-Boudjé et Michel Foucault. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé, propre comme à son premier jour. Après avoir abrité avec succès le championnat d'Afrique mixte de boxe il y a quelques jours, l'enceinte a fait sa grande toilette pour un autre grand rendez-vous, le 21e championnat d'Afrique de volleyball dames prévu dès ce 14 août. Nous sommes prêts pour accueillir cette grande compétition, que ce soit sur le plan technique, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les gens passent un meilleur temps. Le meilleur se joue ici au Palais Polyvalent du Sport de Yaoundé, que nous allons transformer en un espace vie. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on dit être également prêt sur le plan administratif. L'on s'attelle désormais à la diffusion des supports
pour la mobilisation générale. Nous allons monter en puissance pour les quelques jours qui nous restent pour que, à travers la République, on sache exactement que nous allons organiser un grand événement. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball, M. Bello Bodan, est là pour mettre en pratique les grandes orientations données par M. le ministre des Sports. Au plan sportif, la sélection nationale féminine vient d'achever 2 mois de préparation en Slovénie. Le quotidien des Lions à Maribor, c'est 2 séances d'entraînement, 6 jours sur 7, avec on rôde les effectifs et on travaille beaucoup plus sur ce qui constitue un handicap de la sélection nationale, qui est entre autres la réception et la défense basse. L'objectif est clair pour les Lions indomptables. Conserver pour la 4e fois consécutive la couronne de champion d'Afrique de volleyball dames. Comme on le dit souvent, jamais 304, inscrire une nouvelle couronne dans l'escarcelle du Cameroun. D'ailleurs, c'est ça le challenge. 19 nations sont à l'assaut du trophée final cette année. Un record. Les délégations sont attendues dès mercredi. L'une d'entre elles a pris de l'avance pour mieux peaufiner sa préparation. Il s'agit du Kenya, vice-champion à titre, sur nos terres depuis samedi. Du foot à présent et le mondial féminin 2023 s'est terminé pour les nations africaines. Attentat est arrivé ce jour à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il avait été placé en détention dimanche à Dakar. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmande. Un groupe de migrants appartenant entre autres à l'association Stand Up to Racism ont manifesté lundi soir devant le port de Portland, où un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord d'un immense badge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le projet très controversé est devenu symbolique de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. En difficulté dans les sondages à 1 an des prochaines législatives, le chef du gouvernement conservateur a érigé en priorité la nécessité de stopper les bateaux qui traversent illégalement la Manche et multiplient les initiatives ces derniers jours. Les États-Unis ont salué comme productive la participation de la Chine à la réunion sur l'Ukraine qui s'est tenue samedi en Arabie Saoudite, cherchant à montrer la Russie comme isolée. L'avocat franco-espagnol Juan Branco a été libéré sous contrôle judiciaire avant d'être expulsé du Sénégal vers la France. Il avait été écroué à Dakar en lien avec les récents troubles dans le pays. Branco, entré irrégulièrement au Sénégal il y a plusieurs jours pour participer à la défense de l'opposant Ousmane Sonko, malgré un mandat d'arrêt contre lui, avait été arrêté vendredi soir en Mauritanie après plusieurs jours de recherche. Il avait été remis aux autorités sénégalaises et placé en détention sous différents chefs d'inculpation. Les militaires auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé la nomination d'un Premier ministre, Ali Mahaman Lamine, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Décret portant nomination du Premier ministre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, M. Lamine Zen Ali Mahaman est nommé Premier ministre. Décret portant nomination d'un chef de corps de la garde présidentielle. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er. Le lieutenant-colonel Habibou Assouman, Matetilwa SM, est nommé commandant de la garde présidentielle. Nomination qui arrive au moment où la communauté internationale cherche à rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Dans la page de supplément, l'an 15 de la rétrocession à l'État du Cameroun de la presqu'île Bakassi se prépare de façon active. Cette célébration, la toute première, aura lieu le 14 août prochain à Yaoundé. L'événement est couplé à la 3e édition des Awards de l'avenir qui récompense les grands talents africains. Les contours de cette double célébration ont été présentés à la presse ce jour à l'Esplanade par la porte-parole du comité scientifique de l'événement, Aminatou Aïdjo, et vous verrez également que la foire internationale des affaires se prépare activement. On voit tout cela dans le plus du 19h50.
Le 14 août prochain, cela fera exactement 15 ans que la presqu'île de Bakassi, dans le sud-ouest, a été rétrocédée au Cameroun, après autant d'années d'affrontements armés et de batailles juridiques avec le pays frère du Nigeria. Le 14 août 2008, l'armée nigériane s'est totalement retirée de la péninsule qui est passée sous contrôle camerounais. Le conflit s'est en grande partie terminé le 25 septembre 2009 par un accord d'armistice. Ce 14 août 2023, l'on entend marquer l'événement d'une pierre blanche. Les 15 ans de la rétrocession de Bakassi, c'est surtout pour le comité d'organisation la célébration du président Paul Biya, qui de par sa sagesse a su éviter les fusions de sang en optant pour une résolution pacifique du conflit. Le prix du grand sage africain lui sera remis des mains d'Aminata Ouaïdjo, fille du premier président de la République du Cameroun. Ça sera la plus grande distinction de la cérémonie pour rendre un vibrant hommage au président de la République, qui œuvre avec acharnement à l'édification d'un Cameroun plus fort, plus uni et plus solidaire. L'événement coïncide avec la 3e édition des Awards de l'avenir, une soirée qui récompense les grands talents africains dans tous les domaines. Les Awards de l'avenir ont vocation à être une plaque tournante africaine du mérite, car elles promouvent les talents africains, visent la mise en place d'une plateforme de collaboration secteur public et privé, offrent de nouvelles opportunités de développement et de promotion du concept sur le continent. La cérémonie va mobiliser à Yaoundé des représentants de 15 pays africains. Parce qu'au fait, cette voie-ci, ça va au stade annexe. Vous avez vu que le 1er novembre 2023, place à l'ouverture de la Foire internationale des affaires et du commerce, en abrégé FIAC. La 2e édition qui se déroule à Douala connaît une mobilisation impressionnante. Dans l'un des bureaux du stade Omnisport de Bépanda, qui abrite le site de la FIAC, l'heure est au réglage ce vendredi matin avec les partenaires de la Foire internationale des affaires et du commerce. Alors, ce que nous avons envisagé, c'est de faire des panneaux, enfin pas des panneaux, c'est-à-dire que des visuels qui feront 10 mètres. En façade. Voilà, en façade. 10 mètres de largeur. 10 mètres de long, hauteur 1 mètre 60, 1 mètre 50. La FIAC cette année 2023, ce sont ses nombreuses innovations et surprises pour le public et les participants. Et là, je peux affirmer qu'il y aura un bouquet d'innovation comme jamais on a pu organiser dans un événement de ce genre. Et le clou de cette innovation, la première fois au Cameroun, c'est un FIAC Show qui se tiendra dans une tente de cirque à Sima de 1200 mètres carrés, qui est organisé sous forme de café-concert. C'est-à-dire qu'il y a un public consommateur, mais qui peut aller et venir. On a 350 places assises en permanence. Les gens se lèvent, se parlent. Ils peuvent aller se servir, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent revenir s'asseoir. Les artistes circulent dans les rangs. Et ça, c'est toute l'après-midi, disons depuis 13-14 heures jusqu'à 19 heures. Et ça sera une première. On n'a jamais fait ce type d'animation à cette échelle dans un cadre d'une manifestation de ce genre. Le soir, c'est 2 grands concerts avec des vedettes et le tout artistiquement est géré par Canal 2 International. Du beau monde est attendu à ce rendez-vous des affaires et de l'ambiance. Le site qui s'élance à perte de vue intéresse les entreprises déjà enregistrées. L'objectif de ce jour est de toucher du doigt l'espace à elle dédié. Nous, on a été agréablement surpris de l'espace où la foire doit se dérouler. Et on a pas mal de supports de branding à proposer. Et nous sommes convaincus que les annonceurs seront très contents du déploiement de leur support de communication. Plus que quelques places disponibles pour les entreprises qui traînent encore le pas. Il faut souligner que l'armée camerounaise sera également présente sur une superficie de 5000 m².
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.